et à la fatigue. Comme professeur Duranto a dit ce matin, le défi de chaque session, c'est de vous faire rêver. Et là, effectivement, c'est de nous faire rêver un petit peu. Et j'ai des conflits d'intérêts qui sont notamment en rapport avec un consortium qui développe des outils d'aide à la décision pour la prédiction des besoins patients en traumatisme sévère. Cet exercice est aussi assez curieux parce que forcément, c'est une projection. Donc forcément, en quelque sorte, tout ce que je vais vous dire en 5 ans, parce que c'est 2030, c'est dans 5 ans, donc c'est bientôt, ça va être faux. Et bien sûr, il y a toute une littérature grise et ce n'est pas une recherche littérature habituelle. Donc pour vous exposer comment j'ai procédé pour faire cette recherche littérature, j'ai commencé sur Clinical Trials ou les repositoires d'études en cours pour voir qu'est-ce qui est dans les pipelines, qu'est-ce qui est censé sortir. Et puis j'ai fait un peu de littérature grise qui sont industrielles ou qui essayent de pousser. Et donc forcément, le niveau de preuve est pas très élevé. Mais j'ai essayé de faire un tri, ce qui me paraissait réaliste, notamment dans la possibilité de transformer une technologie. Donc l'enjeu, déjà, l'ère de réanimation, je vais revenir, nous ne travaillons pas dans un environnement conçu, contrairement à un cockpit. De parler des éléments qui vont peut-être vraiment affecter le design de nos déchocages ou de la façon de travailler en équipe. La technologie, quels sont les outils technologiques qui sont les pipelines qui pourraient changer nos façons de pratiquer. Des produits qu'on administre, notamment des nouvelles molécules et des produits sanguins. Et forcément, on est obligé de parler de l'IA. Donc, contrairement à d'autres métiers à risque, évidemment, on se fait tout le temps comparer à l'aviation. J'aime pas beaucoup cette comparaison et je m'excuse que je la réutilise. Mais d'autres métiers à risque, les militaires, l'aviation, le nucléaire, ils travaillent par rapport à nous dans un environnement conçu. Qui travaille dans un environnement que lui, il a pu concevoir, vos déchocages, vos réanimations, vos globes opératoires, lève la main. Personne, je m'en doutais. Nous, on a eu le plaisir récemment à Grenoble d'avoir un super déchocage qui est vraiment, on a pu interférer et on a quand même une très belle structure. On va pas râler quand même, mais qui fait une unité fonctionnelle avec le déchocage et le bloc avec une transition. Mais il y a des choses simples qu'on avait demandées qui ne sont pas faites. Bien sûr, c'est le secteur public, mais où on avait très peu, en fait, finalement, de possibilités de concevoir l'espace. Donc, je vous donne un exemple simple, c'était avoir un répétiteur du scope du patient, à la fois pour la personne qui a la tête, mais en même temps pour le trauma leader, qui est peut-être plutôt au pied du patient. Et donc d'avoir des répétiteurs ou des écrans, non seulement du scope, mais aussi des choses qui se font. Idéalement d'avoir pour chaque site, parce que notre déchocage est en L, donc il y a un site qui n'a pas de répétiteur. Donc on a été obligé d'installer le répétiteur a posteriori. C'est pas obligé ça. Donc travailler dans un environnement qui est conçu par définition, qui essaie de créer le meilleur environnement possible, de le pousser vraiment, de répondre à l'ergonomie de l'équipe, aux besoins de l'équipe, aux habitudes de l'équipe, c'est pas du tout, c'est pas un fatalisme. Donc ça, il y a effectivement la guerre parfois, elle amène à faire des choses. Donc pour l'hôpital militaire interservice, surtout Grande-Bretagne, ils avaient créé un hôpital similaire, en fait une sorte de maquette de l'hôpital que les collègues allaient retrouver à Bagram et ils s'entraînaient dans ce système modulaire et ils changeaient l'environnement, ils adaptaient l'environnement en fonction des simulations, des études qu'ils faisaient. Donc ils arrivaient vraiment à travailler dans un environnement conçu. Et après, il était vraiment déployé à Bagram. Non seulement ça permettait d'optimiser l'environnement, mais en même temps, ça permettait d'entraîner les équipes. Donc, ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de l'accepter. Les Allemands, je suis désolé, les Allemands, ils ont poussé le vice un peu plus loin. Ils ont créé un déchocage pour illustrer comment, effectivement, on a entendu parler notamment par Mathilde des salles hybrides, et ils ont poussé le vice de la salle hybride pour illustrer comment nos autres environnements pourraient évoluer avec un double scanner. En fait, c'est une double salle hybride. La particularité de la salle hybride, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de centres, même dans le monde, qui l'utilisent beaucoup. Il y a les Japonais qui ont fait d'ailleurs un papier. Je vais vous montrer des résultats.
qui ont poussé le vice de la salle hybride très loin et qui utilisent beaucoup. Le problème de la salle hybride, c'est lorsque vous avez peut-être 2 patients qui arrivent en même temps et votre salle hybride est occupée et c'est également votre body scanner traumatique, comment on peut utiliser cette ressource sans l'emboliser? Et bien à Würzburg, ils ont créé un double scanner. Ça veut dire que c'est une double salle hybride avec une ganterie de scanner qui se déplace et que vous avez globalement 2 espaces de travail hybrides que vous pouvez imperméabiliser par rapport aux rayons. Et il n'y a que la ganterie de scanner qui se déplace sur 2 tables. Et de cette façon, vous avez dans l'idéal toujours au moins une salle hybride, un espace hybride disponible pour si un autre patient arrive ou que vous avez un afflux massif. Je vous ai parlé de la salle hybride des Japonais. C'est une des études qui avait vraiment évalué la pertinence de la salle hybride. Et ce n'est pas la photo de leur salle hybride, mais ils avaient évalué en haut la mortalité à 28 jours, la mort par exsanguination et pour les traumatismes crâniens, et notamment pour les patients effectivement en choc hémorragique. Ils avaient... C'était du rétrospectif, mais multicentrique. Ils avaient, en score de propension, identifié un bénéfice de la salle hybride pour les patients les plus graves. Donc, mais encore une fois, la salle hybride, les expériences qui sont rapportées dans la littérature, il n'y a pas non seulement un aspect technologique de plateau technique, mais aussi toute une logistique d'équipe et de chorégraphie aussi d'équipe qui est respectée. Et donc, aussi, est-ce que cette ressource qui est finalement assez onéreuse à mettre en place, est-ce qu'il y a combien de patients sur un centre pour lequel elle va être utilisée? Mais tout ça pour dire que la salle hybride, si vous voulez, comme un substrat d'évolution, notamment aussi des techniques interventionnelles qui vont arriver. Et je suis assez certain que ce matin, on avait un radiologue avec nous qui nous parlait de l'évolution des techniques interventionnelles. Je suis assez certain que les techniques interventionnelles, notamment pour le contrôle de l'hémorragie, vont avancer et vont probablement également de plus en plus remplacer la chirurgie. Et on vient de voir sur les lésions vasculaires. Il est parti. Sur les lésions vasculaires, vous avez vu la place que le traitement endovasculaire a pris. Ensuite, toujours pour rester sur la conception de l'environnement, ça c'est un papier qui date de 2011, et donc il y a toujours des gens qui sont un peu pionniers. C'est une équipe du Trauma Center de Melbourne qui avait créé un dispositif d'aide à la décision, une interface ordinateur qui essaie de résumer les informations patients et créer une sorte de checklist automatisée, visible pour toute l'équipe. Et en même temps que vous voyez l'évolution des paramètres vitaux, ils avaient vraiment une sorte de checklist sur un grand display, et ce qui permettait à l'ensemble de l'équipe de voir vraiment quelles sont les étapes de la prise en charge et de la procédure qui sont respectées. Et ils avaient démontré un bénéfice en termes d'efficacité et de respect des procédures. Et je suis assez certain, ça c'est l'exemple, un screenshot de l'outil qu'on utilise maintenant depuis quelques mois à Grenoble, qui est, désolé il n'y a pas de lien de conflit d'intérêt, s'appelle Diane des chocs. Donc on a maintenant une numérisation de la fiche du déchocage. Et dans cette numérisation, on a essayé d'intégrer des éléments d'aide cognitive, de rappel de procédure ou d'étapes de prise en charge. Et on pourrait évidemment imaginer d'augmenter ce type d'outil avec de l'IA pour détecter des problèmes ou rappeler. Et il y a une équipe en Allemagne, à Cologne, qui travaille à l'intégration de reconnaissance vocale au déchocage. Lorsque le trauma leader il détecte un problème ou il fait un résumé, la reconnaissance vocale par IA détecte donc certains mots-clés pour ensuite formuler des propositions de prise en charge. Et tout simplement pour l'environnement, je pense que ça peut être vraiment intéressant que ces dispositifs, à mon avis, vont évoluer pour que l'ensemble de l'équipe ait en temps réel l'accès à l'information importante et des mesures qui ont été réalisées. Toujours dans le but de facteur humain optimisation, la vidéosurveillance, pas dans genre Big Brother, mais la vidéosurveillance pour utiliser la vidéo comme un outil d'optimisation. Pareil, à Grenoble, il y a Jules Grèce, le responsable de déchocage, qui a fait un super travail où on essaie d'utiliser des enregistrements vidéo pour les débriefer et ensuite pour améliorer nos procédures. C'est un travail extrêmement chronophage qui nécessite donc la visualisation. Je connais plein d'autres endroits. Je me souviens une fois, on a visité un centre en Afrique du Sud. Ils avaient tout un mur avec Sophie Amada
D'ailleurs, petite pensée à Sophie Yamada. Ils avaient un mur de vidéocassettes que personne n'a jamais regardé. Et maintenant, avec l'IA, on peut imaginer que l'IA permettra d'analyser, de faire des analyses automatisées de ces bandes de vidéos pour identifier des pistes d'amélioration. Technologie. Donc ça, c'est pas très haute technologie que vous voyez là. Comment on peut protéger votre pneu. Mais pour illustrer comment nos mesures d'amélioration du contrôle d'hémostase à la phase aiguë, je vous rappelle, c'est la majorité des patients, l'hémorragie n'est pas la première cause de mortalité, c'est le trauma crânien, mais la première cause évitable, et notamment la phase aiguë sur la première heure, d'accord ? En préhospitalier, y compris à l'hôpital, c'est vraiment sur la première heure qu'il y a un gain de mortalité énorme à faire. Donc, encore une fois, pour illustrer comment peut-être nos techniques de contrôle d'hémostase vont évoluer vers quelque chose de plus interventionnel, ça s'appelle le Rescue Foam. C'est un projet qui était initialement un projet de recherche des militaires américains. Il faudrait avoir leur budget de recherche. Et l'idée, c'était pour des forces spéciales de développer un outil qui permet de contrôler une hémorragie intra-abdominale et d'injecter, comme dans votre pneu, une sorte de mousse qui fait une compression, un packing intra-abdominal pour contrôler, réduire le saignement. Et donc, ils ont obtenu l'autorisation de la FDA. Ils ont une étude pilote, donc le Rescue Foam, qui fait en fait, qui s'enlève après, comme dans votre pneu, la mousse que vous injectez quand vous avez un trou et qui s'enlève, qui ne colle pas, à voir. Mais en tout cas, autorisation FDA et une étude pilote. Et encore une fois, peut-être juste pour illustrer comment peuvent évoluer nos techniques de contrôle d'hémostase vers quelque chose de plus intentionnel. Ça, c'est une IRM portable. Encore une fois, c'est les Américains, c'est Hyperfine, c'est une start-up américaine qui pousse énormément sur le marché. Donc, ce n'est pas pour dire que probablement on fera des IRM dans le futur au déchocage, ou quoi que, je sais-je. Mais la particularité, c'est une IRM avec un champ magnétique très très faible, donc à 0,5 Tesla. Ce qui veut dire qu'il y a zéro interaction avec l'environnement ou avec les outils techniques, les devices qui sont dans l'environnement en déchocage. Et ils se baladent avec ça d'ailleurs en congrès. Si vous voulez retrouver votre glioblastome en congrès, je vous propose, ils font ça vraiment en congrès, ils passent les gens dans l'IRM portable. Mais pour illustrer que c'est possible, je pense que nos outils d'imagerie vont évoluer avec quelque chose de plus portable, plus mobile. Je ne suis pas certain qu'on va remplacer le scanner avec de l'IRM, mais c'est assez probable, je pense qu'on va avoir des outils moins lourds, moins contraignants, et donc forcément, ça va impacter le parcours patient et qu'on n'aura pas amené vers le scanner. Pareil pour l'échographie. Ça, c'est une revue sur la robotisation de l'échographie. Il y a un groupe à Londres qui a fait un énorme travail avec une liste de publications très très lourde, y compris dans Science and Nature, sur la performance de l'automatisation de l'échographie par rapport à des experts. Et à voir, il y a des gens qui travaillent sur des robots échographiques. Mais là aussi, pour illustrer, on sait quand même, par exemple, pour la fast échographie, que notre capacité humaine, notamment dans l'urgence et la performance prédictive et diagnostique de la fast échographie en cas de stress est moins bonne sur des patients en choc hémorragique. Peut-être avec des outils de détection ou d'automatisation, on pourrait imaginer que ça devient plus performant. À voir, mais ça c'est à explorer. Les produits. Je ne vais pas rentrer dans la discussion sur les produits sanguins, ce n'est pas vraiment du futur. Vous connaissez probablement les papiers sur le sang total, l'étude qui compare les deux études Pomper et Combat qui ont fusionné Pousatéry, qui illustre quand même un bénéfice, un gain en mortalité. C'est juste pour vous dire que probablement, je me permets d'avoir mis ce diapo, pour dire que dans les 5 ans, je pense qu'il faudra encore 5 ans pour voir quelle sera l'évolution de notre utilisation des produits sanguins. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore assez d'évidence, mais jusqu'à 2030, il y a l'étude Storm qui est en cours, une étude de faisabilité nationale sur le sang total, avec des expériences. Personnellement, je trouve ça assez transformatif quand je parle avec des collègues aux États-Unis, en Angleterre, qui l'utilisent depuis plus souvent,
ou plus longtemps. Et il y a certains centres, c'est vraiment le premier produit maintenant de première intention de transfusion à voir. Pour l'instant, c'est que pipeline. Par contre, ce qui est intéressant, et ça c'est vraiment une super revue que je vous recommande si ça vous intéresse, par une équipe française, sur les molécules qui sont dans le pipeline pour traiter le choc hémorragique. Donc vous voyez en bas ici, vous voyez le niveau de transfert vers, pour l'instant, il y a très peu d'études humaines. Il y a des molécules qui sont en exploration depuis un certain temps, comme le PHDI, il y a le militaire américain qui a investi là-dedans, qui est censé intervenir notamment sur le plan métabolique, la fonction mitochondriale et le métabolisme du lactate, qui non seulement qui est aussi et surtout un substrat énergétique pour le cœur et le cerveau en situation d'agression. Donc il y a certaines molécules qu'on connaît depuis un moment. Il y a les thiazodillénodines qu'on connaît aussi maintenant. Mais en tout cas, pour vous dire, il y a certaines molécules qui sont dans le pipeline. Il y a des études en clinical trials qui sont en cours. À voir. Pour l'instant, ça reste bien sûr encore de l'expérimental avec un transfert de l'animal vers humain pas confirmé. Et la majorité essaie de modifier la fonction mitochondriale et la réponse métabolique à l'agression du choc hémorragique. Une autre étude de porteurs d'opinion européens qui ont fait un peu le même travail il y a 2 ans, et qui avait plus axé, comme vous voyez, sur l'effet endotéliopathie et la réduction de l'endotéliopathie et la fonction plaquettaire et sur l'inflammation. Mais pareil, pour l'instant, c'est que des molécules ou des effets candidates. Pour l'instant, pas de transfert vers l'humain. À mon avis, dans les 5 ans, on ne les verra pas arriver. IA et décision. Clairement, là où l'IA va nous aider, c'est ce qu'on appelle le traitement du signal complexe. Le traitement complexe ou signal complexe, c'est parti typiquement, en tout cas c'est le premier exemple qui a été publié en littérature, encore John Holcomb qui a frappé avec son groupe, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. D'ailleurs, cet algorithme, ce script est maintenant en accès libre sur GitHub, tellement le papier date de 2014-2015. En tout cas, l'idée, c'est traiter un signal complexe que l'humain n'est pas en mesure d'analyser, de détecter, et avec donc la capacité d'un outil de machine learning de détecter la variabilité de la fréquence cardiaque, de prédire les besoins patients, de prédire déjà une tendance d'aggravation. Donc ça, c'est monoparamétrique parce que c'est juste la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais il y a des groupes qui sont amusés à essayer développer des algorithmes multiparamétriques. Donc ça, c'était un travail qui était très intéressant sous le pilotage de M. Stewart, qui est un physiologiste, et qui avait développé donc, ce Compensatory Reserve Index, qui est un index multiparamétrique physiologique. Malheureusement, c'est un peu une boîte noire et ils ne disent pas exactement ce qu'il y a dedans. C'était poussé assez loin jusqu'à une commercialisation pour les militaires, et après, ça a disparu du marché. Mais sur le plan conceptuel, et il n'y avait pas d'études évidemment de faisabilité ou de bénéfices patients, mais sur le plan conceptuel, c'était assez intéressant, avec un capteur qui était au bout du doigt, multiparamétrique, et de regarder la saturation, la variabilité de la fréquence cardiaque, l'air sur la courbe de la pulsation, la plétismographie, pour prédire l'aggravation avant qu'elle survienne. Et ça, c'est une diapo que j'ai piquée à professeur Duranto ce matin, qui pousse le vice un peu plus loin. Ça veut dire que là, on est vraiment j'ai un modèle multiparamétrique de variables physiologiques et j'alimente avec ce modèle des boucles d'asservissement de vasopresseurs et de volume pour améliorer la situation hémodynamique du patient. Dans ce cas précis, c'était un cochon dans un hélicoptère aux États-Unis. Mais pour vous illustrer que je pense que ça va arriver, on aura des outils qui vont asservir par des boucles animées par de l'apprentissage automatisé, qui vont nous suggérer des stratégies de prise en charge et de traitement du choc.
Ça, c'est avec des paramètres physiologiques habituels qu'on connaît, pression artérielle, etc., etc. Il y a des groupes qui travaillent quand même à essayer d'explorer d'autres signaux, des signaux qui sont pas forcément habituels. Ça, c'est un groupe chinois qui travaille sur les patterns de l'expression faciale, de micro-mouvements musculaires pour, par exemple, déterminer le niveau de douleur, de souffrance d'un patient. Il y a aussi un groupe à Baltimore qui travaille sur l'intensité de la pigmentation pour détecter le niveau de gravité du patient, parce qu'il y a une très bonne corrélation entre la pigmentation faciale et le niveau de choc ou d'insuffisance circulatoire. Il y a un groupe à Dublin qui travaille sur les micro-mouvements oculaires comme un signal de gravité neurologique. Donc, c'est possible, peut-être que dans les 5 ans, jusqu'à 2030, qu'il y aura d'autres signaux physiologiques ou d'autres informations qu'on n'a pas l'habitude d'explorer qui vont arriver, qui vont nous proposer des outils. Et au final, vraiment, l'aide à la décision. Donc ça, c'est le projet qui est en cours, financé encore une fois par le ministère de la Défense américaine à Londres, qui va intégrer un réseau bayésien dans le réseau trauma à Londres pour prédire les besoins patients. Donc beaucoup de financement. Ça, c'est l'étude qu'on vient de publier dans Lancet Regional Health sur la prédiction des besoins patients en choc hémorragique, avec un XGBoost, avec une machine learning sur 8 centres en prospectif en France. À l'appel du SAMU, le médecin renseignait une appli smartphone et ensuite on alimentait avec la même information l'outil de machine learning. Donc ça, c'est la particularité de cette étude, que c'est une des premières études qui utilise vraiment la même information disponible au médecin lorsqu'il fait sa décision « j'active ou j'active pas une procédure de choc hémorragique » sur l'appel du SAMU en prospectif, et les médecins étaient en aveugle sur la prédiction. Et on constate que globalement, la machine et les médecins ont à peu près la même performance. Là, je vous ai mis les métriques, mais en jaune, les rapports de vraisemblance qui sont à peu près identiques aux tests viscoélastiques. Les tests viscoélastiques aussi ont un rapport de vraisemblance qui n'est pas très bon. Ce qui était intéressant, c'est que dans cette étude, dans cette cohorte de 1300 patients sur 8 centres experts français, que la machine et l'humain n'avaient pas le CAPA, l'agrément était très faible ou modéré à 50%. Donc il y avait vraiment un gain lorsqu'ils étaient utilisés ensemble pour identifier certains patients que l'un ou l'autre n'avait pas identifié. Donc en conclusion, je pense qu'il va vraiment arriver ce qui va probablement nous aider, ces types de dispositifs de visualisation, de synthétique de l'information accessible à toute l'équipe. Je n'ai pas trouvé d'études ou d'autres choses sur le facteur humain comme d'autres façons de communiquer ou vraiment sur l'interaction humaine. Il y a tout ce qu'on fait pour l'instant et c'est state of the art. Et donc l'intégration avec des outils de prédiction, l'intégration de signaux complexes, soit physiologiques habituels qu'on connaît, ou soit d'autres signaux comme par exemple les mouvements micro-oculaires ou la pigmentation faciale, et l'évolution de l'imagerie. Merci beaucoup pour votre attention.